Quid de la survie politique d'Emmanuel Macron et même de l'avenir de la Ve République? Et y aura-t-il des élections présidentielles anticipées si jamais on est dans une situation de blocage au mois de juillet? Des commentateurs avisés se succèdent sur notre antenne. Benoît Pellistrandi a eu l'habitude déjà par le passé de commenter des résultats électoraux. Alors c'est vrai qu'avec lui, on se projette et on compare aussi avec une autre situation, celle de l'Espagne. L'Espagne où Pedro Sánchez a pu survivre à plusieurs défaites électorales. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'était inspiré de lui pour faire son coup politique, son coup de poker dont on a parlé dimanche soir et dont on continue de parler tant il a surpris tous les observateurs? Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour Louis Dauphren. Vous êtes normalien, agrégé d'histoire, ancien membre de la Casa Velasquez, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet toujours, me semble-t-il. Absolument. Et donc vous connaissez bien l'Espagne, hein. Vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est. On va faire plusieurs types de comparaisons, l'Espagne, la Pologne même, et puis on parlera de cette situation française complètement inédite parce que vous estimez que la Ve République voit ses jours mis en danger par la situation dans laquelle on est. D'abord, commençons par l'Espagne. Est-ce qu'il est pertinent de comparer la situation de Pedro Sánchez et celle d'Emmanuel Macron? Oui, on a un précédent. Il y a un an tout juste, Pedro Sánchez le Parti socialiste subissait un revers électoral majeur aux élections municipales et régionales. Et il perdait 5 régions. Or, en plus, les régions sont très importantes en Espagne, beaucoup plus importantes qu'en France. Et c'était le dimanche. Et la riposte, le lundi à 11 heures, c'était l'annonce de la dissolution du Parlement. Une dissolution surprise. Tout le monde a été extrêmement étonné en se disant « mais c'est un suicide ». Il a convoqué les élections pour le 23 juillet, donc il y a quand même aussi une similitude en termes de calendrier. Et en dépit de la victoire du Parti populaire, mais qui était insuffisante pour articuler une majorité alternative, Pedro Sánchez, qui avait perdu, a réussi à agglutiner toutes les forces politiques, alors avec beaucoup de contradictions idéologiques et un prix très lourd à payer, notamment aux indépendantistes catalans. Il a réussi à se maintenir au pouvoir. Donc il y a un parallèle. Et je pense qu'Emmanuel Macron a pensé à cela. Il a subi une déroute majeure dimanche dernier, puisque l'élément important, c'est à la fois que le Front National, le Rassemblement National fait 31,5%, mais que la liste de Valérie Hayé fait 14,6%. Donc c'est moins de la moitié. Et il a dans l'idée qu'une mobilisation express va lui permettre de freiner la victoire attendue du Rassemblement National et lui permettra de coaliser autour de lui tous ceux qui sont contre le Rassemblement National. C'est le moment de se compter. C'est le moment de se compter. C'est le pari extrêmement risqué. Alors il faudra voir s'il le réussit. Je pense qu'en 3 semaines, il n'a absolument pas le temps de renverser la vapeur. Pedro Sánchez en Catalogne connaît toutefois des déboires. Oui, parce que le système politique espagnol est extrêmement complexe et on le sait, il y a d'un côté le gouvernement central à Madrid et d'un autre côté une crise majeure en Catalogne. Alors il y a apporté une réponse politique extrêmement audacieuse qui est l'amnistie pour tous les dirigeants politiques qui avaient tenté de proclamer l'indépendance unilatérale de la Catalogne et qui avaient donc violé la Constitution, qui avaient détourné des fonds publics, etc. Donc la loi d'amnistie a vraiment crispé aussi la société. Et là où beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre, c'est qu'avant les élections du 23 juillet dernier, les socialistes disaient que la loi d'amnistie était anticonstitutionnelle et impossible à rédiger. Après les élections, elle est devenue possible tout simplement parce qu'il y avait besoin du soutien des indépendantistes catalans. Et puis nous avons eu des élections régionales en Catalogne au mois de mai. Les socialistes l'ont emporté, mais sans majorité absolue. Et si les indépendantistes ont perdu, eux, la majorité absolue, en revanche, ils maintiennent une capacité de contrôle du Parlement. Et hier, après-midi, ils ont obtenu la présidence du Parlement de Catalogne, qui est très importante puisque c'est la présidence du Parlement de Catalogne qui va désigner le candidat à la présidence du gouvernement régional. Et en fait, à travers cette alliance des indépendantistes, parce qu'il y a des indépendantistes de droite et des indépendantistes de gauche, qui ne s'entendent sur rien sauf sur l'idée d'indépendance, et donc ils ont manifesté hier leur pouvoir de nuisance, et que c'est eux qui désormais tiennent la baguette, et Pedro Sánchez est considérablement affaibli, il va devoir passer sous les fourches codines des exigences catalanes. C'est évidemment un paramètre dont le pouvoir central en France n'a pas à tenir compte. Voilà, ça c'est l'énorme chance pour le pouvoir central. Les régions sont uniquement des guichets en France et il n'y a pas de contre-pouvoir. Voilà. Donc c'est là où la comparaison s'arrête. Benoît Pellistrandi, ici on va en Pologne. Alors en Pologne, ce qui est intéressant, parce que là aussi, en fait, Emmanuel Macron s'est beaucoup inspiré du cas polonais. Et ses conseillers lui avaient fait des notes en montrant comment le rassemblement des centres autour de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, ancien Premier ministre polonais, avait réussi à mettre fin à l'hégémonie du PiS, droit et justice, des frères Kaczynski. Et on a eu les élections législatives, Donald Tusk l'a emporté, et dimanche dernier, aux élections européennes, à nouveau,
la coalition de Donald Tusk l'a emporté d'1 point sur Droit et Justice. Et donc Emmanuel Macron estime que cette tactique qui consiste à rassembler les centres contre les extrêmes peut fonctionner. Mais là encore, il y a quand même une erreur qui me semble de débutant de la part de ses conseillers, c'est que le PiS était au pouvoir depuis 8 ans, donc il y avait aussi le phénomène d'usure du pouvoir, et Donald Tusk a coalisé une opposition qui a pu se présenter comme une alternative, tandis que dans le cas français, rassembler autour de la majorité présidentielle sortante une coalition contre la menace du Rassemblement national, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes au pouvoir depuis 7 ans et que vous êtes donc comptable des insatisfactions des électeurs et des Français. Et hélas, ces insatisfactions sont nombreuses. Donc on ne peut pas comparer les situations quand on est au pouvoir et quand on ne l'est pas. Et, C'est pas voilà. du tout la même Et donc je stratégie. pense qu'il y a une erreur de ce côté-là. Alors bien sûr, sur le papier, c'est jouable, mais la politique, c'est pas un jeu. Et moi, le sentiment que j'ai que j'ai eu en écoutant Emmanuel Macron dimanche soir, c'est qu'en fait, lui et ses conseillers ont appris la politique en regardant des séries télévisées et scénarisent tout ça autour de Netflix. Et ils pensent que la politique, c'est faire des coups. C'est un bon scénario. Or, en réalité, d'abord, ce n'est pas ça, la politique, et que le scénario va virer au drame. Pourquoi virait-il au drame? Emmanuel Macron doit tenir cet après-midi une conférence de presse. Donc, à votre avis, est-ce qu'il va esquisser des lignes, essayer de mobiliser autour de votre discours? Ou bien va-t-il encore annoncer des choses qui nous situeront dans une situation, nous placeront dans une situation de rupture? Parce qu'il est très fort aussi pour ça. Oui, mais la difficulté, c'est que si on était dans un premier mandat, il y aurait encore, je dirais, la fraîcheur On du peut premier surprendre. mandat. Mais là, l'extrême difficulté, c'est que ça fait 7 ans, donc c'est l'équivalent d'un septennat, et que régulièrement, le président se réinvente. Donc le deuxième mandat, on a bien vu qu'il n'y a pas eu de dynamique entre l'élection présidentielle et l'élection législative de 2022. On a eu à plusieurs reprises le président qui disait il faut un nouveau programme. Il a changé de Premier ministre en janvier. Ben, je dirais ça fait flop. Parce qu'il fallait en réalité garder Elisabeth Borne jusqu'aux élections européennes et la sacrifier après les élections européennes. Ça, c'était une carte possible. Tandis que là, il n'a plus dans sa panoplie que, je dirais, ce qu'on a appelé l'arme nucléaire de la dissuasion. Et il va se présenter comme le rempart face à la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Nous allons avoir une campagne extrêmement tendue. D'abord, elle est beaucoup trop rapide. 3 19 semaines, jours. ce n'est pas un débat démocratique. Vous allez avoir des mobilisations. Ça oblige tout le monde à se positionner aussi. Oui, mais vous allez avoir des mobilisations syndicales, des mobilisations étudiantes, des mobilisations dans la rue. Hier soir, nous traversions Paris et nous avons vu des incidents, des voitures brûlées, rue Saint-Lazare, etc. Donc, je pense que plus on va approcher de l'élection, plus la situation va être tendue, avec des effets sans doute contradictoires, c'est-à-dire que ça va aider le Rassemblement national, comme ça permettra aussi de rassembler la gauche. Donc, il me semble que le calcul politique d'Emmanuel Macron, de dire « venez à moi parce que je suis le rempart », en faisant une grande coalition centrale où je peux travailler avec des républicains modérés, avec des socialistes raisonnables, le problème, c'est que c'est un bateau qui prend l'eau. Donc personne ne va monter dans ce bateau. Comment analysez-vous la situation des LR? Est-ce qu'ils vont pencher plutôt vers le RN ou pencher plutôt vers la Macronie? Ils sont dans une grande difficulté. Certains anciens députés LR avec qui j'ai pu parler estiment qu'ils vont perdre la moitié de leur groupe parlementaire. Ils sont 62, c'est-à-dire que vraiment, ils vont devenir de plus en plus résiduels. En réalité, c'est vrai que quand on regarde la carte électorale, il semble qu'il y ait une poussée extrêmement forte du vote pour le Rassemblement national. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de protestation. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Rassemblement national est le réceptacle de toutes les insatisfactions françaises. Et hélas, elles sont nombreuses. Les Républicains ayant un positionnement extrêmement ambigu, dans certaines circonscriptions, les électeurs vont se dire « je fais confiance à mon député pour être dans l'opposition à Emmanuel Macron, donc je vote républicain, il n'y a pas de problème ». Mais dans d'autres circonscriptions, ils vont se dire « il n'est pas net, donc je préfère voter Rassemblement national au premier tour, on verra au deuxième ce qui se passe ». Et j'ai ce que j'appelle la théorie, vous me pardonnerez le côté trivial, la théorie du coup de pied dans les fesses. On regarde qui sera celui qui a le coup de pied le plus fort pour mettre dans les fesses du président de la République. Or, actuellement, c'est le Rassemblement national.
Et les LR donc, ont intérêt à passer un accord avec l'une ou l'autre des composantes, des accords de désistement pour essayer de se maintenir ou espérer envoyer des députés, hein, si on raisonne de manière strictement tactique. L'extrême difficulté pour les LR, c'est qu'il faut trouver tout d'un coup 577 députés, ils ne sont que 62 sortants. Vous avez un certain nombre de députés qui ont été battus en 2022 de justesse, qui ne vont pas se représenter parce qu'en réalité, ceux qui les ont battus, les candidats du Rassemblement national, sont en position de force dans leur circonscription. En plus, je veux dire, un certain nombre de maires qui sont attachés à leur commune ne vont pas prendre le risque d'une campagne électorale législative. D'abord parce que s'ils sont élus, ils quittent leur mairie. Or, la mairie a quand même beaucoup plus de leviers que quand vous êtes député. Donc, je pense que l'extrême difficulté des LR, c'est que leur implantation territoriale ne suffit plus à leur garantir une élection Alors que c'était leur législative. force plutôt, avec un C'était leur parti de force. notables. Exactement. Oui, oui. Benoît Pellestrandi, le Rassemblement national doit avoir gagné 200 députés pour avoir la majorité absolue. C'est quand même un saut C'est un tout saut à fait considérable. Alors, il y a un sondage hier qui est sorti et qui donne entre 235 et 265 députés pour le Rassemblement national. Moi, je crois qu'on va avoir une campagne dans laquelle on va nous vendre la majorité absolue du Rassemblement national pour provoquer un réflexe de peur et de mobilisation de tous ceux qui ne sont pas pour le Rassemblement national. Et à mon avis, je prends le risque, hein, si je me trompe, eh ben, je viendrai manger le micro Allez-y, devant on les écoutera. auditeurs. Je pense qu'on va avoir une situation bloquée, où il n'y aura pas de majorité. Je pense que le Rassemblement national a une dynamique en sa faveur et qu'il est tout à fait possible qu'il obtienne autour de 200 députés. Alors, mettons 180, on dira ben, c'est raté, 220, on dira aussi c'est raté. N'empêche que s'il passe de 90 à 180 ou 220, c'est quand même considérable. La gauche, visiblement, a été capable de s'entendre et donc elle va, elle aussi, rassembler un certain nombre de voix. Alors, sous quelle forme la gauche? Donc, la gauche adore les slogans, et donc elle vient de réinventer le Front populaire, et on nous fait la rengaine, je dirais, on va rejouer la séquence 1936-1940. Alors, ça parle, je dirais, à des militants pleins de poésie activiste. Je pense qu'auprès des électeurs, ça ne va pas fonctionner, mais c'est sociologiquement. Prenez par exemple à Paris, les députés macronistes vont être battus. Tous les députés macronistes vont être battus, soit par des députés socialistes, ou soit par des députés LFI, soit par des députés LR. Les élections européennes, les résultats à Paris sont assez frappants, alors que justement les grandes villes et Paris étaient l'emblème, je dirais, de la sociologie macroniste. Et ont plutôt résisté au RN, hein, puisqu'en Ile-de-France, Toujours, c'est oui, oui. 18% le Mais RN. pas dans les Yvelines. Pas dans les Yvelines. Le RN a considérablement poussé, y compris dans des endroits où d'habitude c'était le vote LR qui l'emportait. Donc, mettons un Rassemblement national autour de 200 députés, mettons un bloc des gauches autour de 200 aussi, il en reste 150 Mais pour le bloc de centre. gauche et les filles compris. Oui, oui, LFI compris. Et vous en avez 150 pour la majorité sortante. Malgré des positions extrêmement contradictoires, par exemple Complètement. sur Israël et le Hamas. Complètement, parce que les électeurs ne vont pas voter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir marginalement des électeurs plus sensés que d'autres qui, au deuxième tour, auront un député, un candidat LFI face à un candidat Renaissance, et qui, à ce moment-là, s'abstiendront. Ou éventuellement voteront Renaissance pour les raisons que vous dites. Mais ça va être epsilonesque. Et ensuite, les candidats LFI, enfin les votes LFI et Rassemblement national sont interchangeables. Quand vous aurez devant vous un duel entre Renaissance et le RN, ou Renaissance et LFI, ceux qui, au premier tour, ont voté pour le candidat qui aura été éliminé, voteront contre le candidat Renaissance. Et c'est là où le centre va être en grande position de faiblesse. Est-ce que ça a été évalué, ça, Benoît Pellestrandi? Non, mais j'en ai un exemple très clair dans la 12e circonscription de Gironde, où j'ai la chance d'avoir une maison. Le député sortant, Pascal Lavergne, qui est de la majorité présidentielle, a été élu en 2022 avec 180 voix d'avance sur sur LFI, pardon. Et aux élections présidentielles, dans mon village, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 23% des voix, puis Jean-Luc Mélenchon 21%, et Marine Le Pen 17%. Au deuxième tour, 49,5% pour Marine Le Pen, 50,5% pour Macron. Et c'était vraiment, il y a eu 10 voix d'écart. C'est un village quand même de 1500 habitants, donc c'est pas, je ne parle pas d'un exemple de 150 habitants. Donc la transfuge automatique entre transfuge automatique. C'est-à-dire les gens vont manifester leur mécontentement. Et c'est donc un vote de protestation que nous allons avoir le 30 juin et qui sera amplifié le 7 juillet. Et c'est là où je dis que nous irons de toute façon vers une crise, puisque on ne pourra rien construire de positif sur les résultats qui seront illisibles, mais qui ne feront que mettre au jour et en évidence
les contradictions françaises et l'échec de la classe politique française. Quel Premier ministre à ce moment-là? En réalité, on aura un blocage. On aura un blocage. Moi, je crois que Qui choisir alors? l'analyse la meilleure qui a été faite, c'est celle de la présidente de l'Assemblée nationale sortante, Yael Braun-Pivet, qui tout simplement dit nous avons échoué. Nous avons échoué à créer un centre qui transcende les clivages idéologiques, et c'est ce que nous allons voir. Ça résorbe la question à gauche des excès de la NUPES ou de la tutelle quelque peu envahissante de LFI? Non, du tout. Il y a plein d'ambiguïtés. Il n'y a pas un espoir, j'entends espoir pour ceux qui espéraient ce centre, un espoir de reconstitution des forces traditionnelles de gauche? Non, parce que Emmanuel Macron est un astre mort. Il brille encore parce qu'il est président de la République, mais il n'a plus de capacité d'attraction. Donc, au lendemain des élections législatives, il devra être à la manœuvre, si mon hypothèse qu'il n'y a pas de majorité est la bonne. Et dans ces conditions, les députés modérés socialistes qui auraient été élus sur l'étiquette Front Populaire ne pourront pas du jour au lendemain abandonner cette coalition Front Populaire pour passer vers une coalition de perdants. Et de la même façon, en fonction du groupe LR, c'est difficile d'imaginer que les LR survivants passent à Macron. Alors, un autre cas de figure serait qu'au contraire, LR se redresse et 80 députés et deviennent le parti charnière. Et à ce moment-là, on peut imaginer un rééquilibrage de la majorité un peu plus vers la droite. Mais je ne vois pas comment, électoralement, la coalition, enfin la majorité présidentielle sortante est dans les pires conditions possibles. Ils vont être mangés et sur la droite et sur la gauche. Benoît Pellestrandi, est-ce qu'une élection présidentielle anticipée est envisageable? S'il y a un blocage, il n'y aura plus que cette solution. Il n'y aura plus que cette solution. Ce qui est très compliqué, et c'est ça ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, Emmanuel Macron est l'homme des coups. Il n'est pas l'homme d'une stratégie. Il a été élu sur une idée forte, qui était celle d'un dépassement, et de faire vivre une rénovation de la vie politique française. Il a échoué parce qu'il a voulu absolument assumer la fonction présidentielle comme s'il était un vieux briscard de la vie politique française, alors qu'il était, au contraire, le principe de nouveauté. Et les institutions, c'est pas tellement que les institutions l'ont rattrapé, mais il a utilisé les institutions pour personnaliser le pouvoir à outrance. Et donc, aujourd'hui, il est prisonnier puisqu'il est le seul comptable de son bilan. Et de la façon dont il a traité aussi ses premiers ministres, et on le voit avec Gabriel Attal, dont Le Monde titre aujourd'hui qu'il est disparu, porté disparu. Donc, celui qui sera comptable de la défaite, si défaite il y a, ce sera lui. Et dans ces conditions, il ne pourra plus être l'arbitre. Et comme il ne peut pas être candidat à un autre mandat, alors il y a débat là-dessus. Je sais que... alors, ça serait obligé d'attendre 5 ans. Ça serait très machiavélique parce que je sais qu'Emmanuel Macron a consulté le Conseil constitutionnel pour savoir s'il démissionnait, est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait un deuxième mandat complet ou non. Or, il n'aurait pas fait un deuxième mandat complet, ni même la moitié d'un deuxième mandat. Donc, pourrait-il être candidat à la présidence de la République? Si on en est là, c'est vraiment que le système est complètement pourri. Mais il serait obligé d'attendre, hein. Normalement, non. Normalement, non. Normalement, les textes sont assez clairs. Et si vous démissionnez, vous ne pouvez pas être candidat à votre succession. Qu'est-ce qu'il aurait pu changer à partir de l'espoir qu'il avait suscité dans la classe politique française, justement de balayer un petit peu le dégagisme du macronisme au départ, qui a consisté aussi à dépoussiérer cette vie politique qui était un peu enquistée dans des logiques de parti? Complètement. Benoît Pellestrandi. Ce qui a manqué à la majorité d'Emmanuel Macron, c'est un ancrage territorial et c'est une écoute fine de la société française. En fait, tout le travail politique se fait à l'Élysée avec des conseillers. Et ils n'ont pas été capables d'écouter les députés qui étaient sur le terrain. Ils n'ont pas de relais d'élus locaux. Et donc, ils ont trop peu écouté. Ils connaissent mal la société française, en réalité. Et l'échec vient de là. Alors, ensuite, il y a eu des difficultés. La première des difficultés, ça a été les fameux gilets jaunes. Et il y a eu un moment de panique. Souvenez-vous, l'affaire des gilets jaunes était quand même une affaire extrêmement violente. On a eu des manifestations qui ont été tendues et on a eu le sentiment d'une cassure française. Et la réponse a été une réponse, j'allais dire, chiracienne. On a ouvert les vannes. Et à partir du moment où on ouvrait les vannes, tout le monde s'est dit, ben voilà, on a un pouvoir qui est faible. Et puis, ce pouvoir qui est faible a quand même été capable de faire une réforme des retraites, mais sans consensus, qui n'a jamais été votée, si vous regardez en fait le processus parlementaire. Et donc, il apparaît comme dur, avec de même la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée en pleine campagne européenne. Il a manqué beaucoup de pédagogie. Mais
Pourquoi il a manqué beaucoup de pédagogie? Parce qu'il y a une parole présidentielle omniprésente. D'ailleurs, c'est un exercice auquel on se Le livre Premier de temps en ministre est temps. totalement évincé. Oui, et serions-nous capables de nommer 10 ministres du gouvernement? Alors peut-être nous, parce qu'on s'y intéresse de près, mais allons dans la rue et interrogeons. Le gouvernement n'existe pas de fait. Et voyez aussi l'autre élément très fort. On a les Jeux olympiques dont on nous dit qu'il est très important de les réussir. Et sans doute c'est vrai. Je veux dire, un échec des Jeux olympiques serait un échec collectif pour les Français. Et on dissout, et on aura des élections à 15 jours de l'ouverture des Jeux olympiques. Personne ne peut plus comprendre le discours. Alors qu'à la limite, le président de la République aurait très bien pu dire: j'ai entendu le message, nous avons une mission, il faut réussir ces Jeux olympiques, rendez-vous en septembre, et on verra. Et à ce moment-là, il y avait une grande campagne qui pouvait se faire. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Enfin, si, Une forme de il y a une précipitation. précipitation. Ça me fait exactement penser à la dissolution de Jacques Chirac en 1997, qui avait annoncé un grand débat, mais qui avait rétréci le temps de la campagne électorale. C'est Patrick Devidjian qui avait cette formule terrible. Il y avait une fuite de gaz dans l'appartement, et Chirac a craqué une allumette pour y voir clair. L'allumette est aussi allumée aujourd'hui. Voilà. On verra ce qu'il en ressort et si l'immeuble explose. Dernière question, Benoît Pellistrandi. Les évêques de France ont pris position avant les élections pour mettre en garde contre le repli sur soi, les extrêmes. C'est un discours qui est toujours, apparemment, ça n'a pas été tellement entendu par les urnes. C'est un discours qui vous semble aujourd'hui encore adapté? Je pense que l'Église de France, et l'Église en général, a effectivement des choses à nous dire pour nous comporter en citoyens. Et il y a un héritage politique de l'Église, notamment dans la construction européenne. La démocratie chrétienne est un des piliers sur lesquels s'est faite cette construction européenne. Et ne l'oublions pas, la construction européenne, ça a été d'abord une œuvre de réconciliation. Réconciliation, ce n'est pas tellement un mot du vocabulaire politique. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est inaudible. Et on sait aussi que dans la sociologie et la politique du catholicisme français, il y a incontestablement un virage à droite. Et les électeurs sont plus à droite qu'ils ne l'étaient sans doute il y a une trentaine d'années. Mais je crois que les évêques sont quand même dans leur rôle de rappeler que nous avons nos engagements partisans, nous avons nos passions, mais nous avons aussi une responsabilité collective, morale, spirituelle dans le vote. Alors, ça laisse la liberté de vote, c'est très important que chacun ait sa liberté de vote, mais je pense que les chrétiens sont appelés à être des constructeurs de biens communs et des constructeurs de réconciliation dans une société française qui est si fracturée. Je trouve que ce serait une belle mission. Et qui en a besoin justement de réconciliation. Merci Benoît Pellistrandi pour vos analyses. Et puis date est prise pour les élections législatives. On verra si vos prédictions se sont réalisées. Merci et bonne journée.